Merci à vous. Et nous allons maintenant accueillir pour le deuxième exposé avant la pause du midi, Marie Manceau, qui est chargée de recherche CNRS au sein du Centre pour la recherche. Je faut que je vous laisse la place peut-être, mais oui, je me pousse. Voilà, allez-y, installez-vous. Au Centre donc, pour la recherche interdisciplinaire en biologie, qui est une unité Collège de France, CNRS INSERM. Vous venez de recevoir d'ailleurs la médaille de bronze du CNRS, on vous en félicite. Et le titre de votre présentation, Formation des motifs périodiques chez les oiseaux. On vous écoute. C'est ça, je vous remercie. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Alain et les organisateurs de cette journée de m'avoir fait cet honneur de me convier à présenter mes travaux de recherche, qui portent, comme vous venez de le dire, sur la formation des motifs périodiques chez les oiseaux. J'ai établi mon équipe au CIRB, ici même au Collège de France, en août 2013. Et donc, nous travaillons sur ces motifs périodiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de caractères qui sont répétés sur un espace, sur une période d'espace ou de temps. Vous pouvez en voir ici sur ces animaux. La plupart en sont dotés. Certains sont absolument évidents, comme par exemple la distribution de domaines de pigments qui vont former des taches ou des rayures. Et d'autres sont plus discrets, comme la distribution spatiale de ces poils épaissis sur le dos d'un hérisson. En tous les cas, on a une grande diversité de ces motifs périodiques, et ça fait maintenant un peu plus de 80 ans, donc un peu plus vieux que le CNRS, que les chercheurs s'attellent à comprendre la formation de ces motifs. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour un motif donné, comme par exemple ces zébrures, tout commence pendant le développement de l'embryon par un tissu qui initialement est homogène. Et au sein de ce tissu, va s'acquérir une information dite de position, c'est-à-dire que le tissu va acquérir des coordonnées selon les axes du corps. Et les cellules de ce tissu vont adopter des destins différents en fonction de leur position. Par exemple, ici, j'ai représenté des cellules qui adoptent un destin noir et des cellules qui adoptent un destin blanc en fonction de la quantité d'informations qu'elles reçoivent. Et c'est ce choix de destin, tardivement pendant le développement de l'embryon, qui crée une empreinte du futur motif qu'on voit chez l'adulte. C'est la variation dans ces empreintes qui crée la variation dans les motifs. Donc au laboratoire, nous cherchons à savoir comment s'opèrent ces processus embryonnaires pour former les motifs périodiques et comment ils évoluent au cours de l'évolution. Alors si on veut répondre à cette question, il s'agit de solutionner deux problématiques. La première, c'est de caractériser ces empreintes embryonnaires. Et ça, c'est pas nécessairement facile, puisqu'on n'a pas toujours accès, tous les jours, à des embryons de zèbre ou des embryons de léopard. Donc, à la place, au laboratoire, nous travaillons sur les oiseaux, et en particulier le groupe des galliformes, donc la volaille. Ici, vous pouvez voir un poussin de faisan. Et ici, au niveau de son dos, vous pouvez voir qu'il y a une alternance de rayures jaunes et noires périodiques sur le dos. Donc, pour ces oiseaux, on peut obtenir facilement des embryons grâce à la collecte d'œufs fertilisés. Et puis la seconde grande problématique, c'est d'identifier ces signaux de position et comment ils agissent au sein d'un tissu homogène. Il y a aujourd'hui deux grandes théories dans le domaine. La première veut que cette information de position est délivrée par une source externe au tissu. On parle d'instruction. Et la seconde veut qu'elle est générée de façon intrinsèque au tissu, spontanément. On parle alors d'auto-organisation. Il y a vraiment opposition dans le domaine entre ces deux grandes théories, qui restent des théories qui ont été beaucoup modélisées mathématiquement. L'un de ces modèles connus, c'est le modèle de Turing, qui a été formulé par le mathématicien du même nom. Mais ça reste théorique et très peu validé de façon biologique. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'étudier l'information de position lorsqu'on n'a pas de référence spatiale. Donc pour contourner ce problème, au laboratoire, nous n'étudions pas qu'un seul phénotype, mais nous en comparons plusieurs. Donc ici, vous avez un perdreau, et ici, un kaïto. Tous possèdent ces motifs périodiques sur le dos. Et notre idée, c'est qu'en comparant ces espèces, on peut trouver quels éléments du motif périodique varient, et donc certainement sont établis tardivement au niveau de cette empreinte, et puis aussi lesquels sont communs, et donc certainement sont établis précocement et génèrent l'information de position. Donc nous utilisons la variation naturelle comme guide pour comprendre ces processus embryonnaires.
C'est un projet qui a été initié par Nicolas Hoppé, qui est postdoc au laboratoire, qui a commencé chez la caille du Japon à décrire, encore une fois, vous voyez là, cette alternance de jaune et de noir, donc à décrire ce motif périodique. Et ensuite, Nicolas est parti sur le terrain, donc non pas chez les giveraos d'Amazonie, mais il est parti chez les éleveurs de Normandie pour étendre sa collecte à une dizaine d'espèces. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats pour 5 d'entre elles, à savoir la caille du Japon, mais aussi les perdrix rouges et grises et les faisans communs et vénérés. Et là, vous les voyez dans une version un petit peu plus aplatie. Donc, ce sont des préparations de peau dorsale. Et ici, les cartes de référence où chaque point représente la position d'une plume et puis un code couleur simple représente ces bandes colorées périodiques. Et en faisant ce travail, Nicolas a constaté que la position absolue des bandes entre les espèces est conservée, c'est leur largeur qui varie. Donc pour comprendre cette variation, Nicolas a tenté d'identifier cette empreinte embryonnaire et il a étudié l'expression de beaucoup de gènes candidats. Il a identifié l'un d'eux, ici agouti, qui possède un profil d'expression intéressant. Donc ici, vous avez des embryons de caille du Japon et des autres espèces en vue dorsale. Donc ici sont les futures ailes et ici les futures pattes. Et vous pouvez voir qu'agouti est exprimé dans ces bandes longitudinales, ici, dont la position et la largeur corrèlent parfaitement avec la position et la largeur des futures bandes jaunes. Donc agouti marque cette empreinte du motif périodique adulte. Nicolas a ensuite validé la fonction de ce gène par de la génétique, donc dans des lignées mutantes de caille du Japon, où agouti est soit augmenté, soit diminué. On produit soit des bandes plus larges, soit des bandes plus fines. Donc ça a permis à Nicolas de montrer qu'agouti contrôle la largeur des bandes. Donc si je résume sur un petit schéma, ce que vous voyez ici, c'est un embryon en coupe transversale, avec ici la peau en développement, en surface. Ici, en bleu, l'expression d'agouti, qui forme cette empreinte des futures bandes jaunes qui vont se développer sur la peau. Je vous ai dit que cette empreinte varie, puisque la largeur des bandes varie. En revanche, leur position, elle, est stable. Elle est conservée entre toutes les espèces. Donc on s'est dit à ce stade que peut-être qu'elle venait d'un signal précoce. Et pour l'identifier, nous nous sommes inspirés d'expériences historiques qui ont été inventées dans les années 70 par Nicole Ledouarin. Je suis ravie de présenter ces travaux aujourd'hui devant vous. Vous nous avez expliqué cette technique. Donc ces fameuses greffes caille-poule qui permettent de transférer le tissu d'un embryon de caille du Japon dans un embryon poulet domestique qui sert d'hôte. Et quand on fait ça pour le tube neural, donc ce qui est cette structure axiale qui va former la future moelle épinière, eh bien on obtient une chimère qui a l'aspect d'un poulet, mais qui, au niveau de la zone greffée, récupère la pigmentation de la caille du Japon. Donc grâce à ces travaux de greffe, Nicole Ledouarin et ses collègues ont montré que le tube neural est à l'origine des cellules qui produisent le pigment. Donc pour nous, c'était le tissu candidat idéal pour procurer cette information de position aux futures bandes jaunes. Donc nous avons fait aussi des greffes, alors non pas caille-poule, mais caille-faisan, puisque à l'inverse du poulet domestique, ce faisan aussi possède des motifs périodiques, et nous avons analysé l'aspect visuel des chimères. Donc, vous pouvez voir ces résultats ici. Ce sont des vues dorsales de caille du Japon ou de faisan commun juste avant l'éclosion. Les plumes ont commencé à pousser, ce qui permet de voir la couleur. Et vous pouvez voir que dans la chimère, au niveau de la zone greffée, représentée ici en vert, eh bien, on a le même motif périodique que le faisan commun, et non pas celui de la caille du Japon, donneuse du tube neural. Donc ces résultats ont montré que le tube neural, bien qu'il procure la coloration, n'est pas responsable de sa distribution spatiale. Il ne contribue pas à former les bandes. Nous nous sommes donc tournés vers un second candidat, qui est le somite, qui est un tissu ici sous-jacent au derme, qui forme également les os et les muscles squelettiques. Et lorsqu'on greffe un somite de caille dans un faisan commun, on obtient une chimère chez laquelle, au niveau de la greffe, on a vu des différences. Et je vais vous montrer quelles sont ces différences. On va suivre ici, selon cette ligne rouge, la couleur de chaque plume. Ça, c'est ce qu'on voit chez une caille du Japon. Voilà le code couleur, ça c'est les plumes, et voilà le code couleur qu'on obtient. Noir, noir, jaune, 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 noir, noir, jaune.
Chez un faisan commun, au contraire, on a 3 plumes noires suivies de 7 plumes jaunes. Et chez la chimère, du côté greffé, noir, noir, jaune, 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 noir, noir, jaune, tandis que du côté contrôle, non greffé, 3 plumes noires suivies de 7 plumes jaunes. Donc du côté de la greffe, on récupère le motif périodique pigmentaire de la caille du Japon, donneuse du somite, ce qui montre que ce tissu instruit la position des bandes périodiques. Donc si je résume ce que je vous ai montré pour le moment, eh bien, la formation des rayures s'opère en 2 temps. On a un premier signal externe à la peau, donc instructif, qui provient du somite et qui installe dans la peau l'expression d'agouti qui forme une empreinte et qui contrôle localement la largeur de ces bandes. Donc cette formation des rayures est une combinaison entre ces 2 grandes théories d'instruction et de contrôle local interne au tissu. On s'est demandé si ces conclusions, on pouvait les élargir à d'autres motifs périodiques dans la peau. Il n'y a pas que la couleur qui est répétée, mais également les plumes. Peut-être le savez-vous, mais un oiseau, comme ce diamant mandarin, n'est pas couvert entièrement de plumes. En fait, ces plumes, et c'est peut-être plus visible ici sur ce poussin de diamant mandarin, lorsqu'elles n'ont pas encore poussé, eh bien, elles sont distribuées sur ces zones restreintes, séparées par des zones glabres, dépourvues de plumes. Et si on zoome ici, dans ces zones d'implantation des plumes, on peut voir que, donc chaque plume, je l'ai représentée avec un point bleu, on peut voir qu'elles sont distribuées de façon répétée et bien organisée à la surface de la peau. Donc on a voulu comprendre comment se mettait en place ce motif périodique. C'est un travail qui a été effectué en partie par Richard Bailleul, qui est un étudiant en mathématiques appliquées au laboratoire. L'idée de Richard étant de décrire ce système, mais dans toutes ses espèces. Encore une fois, se servir de la variation. Donc, je vous ai présenté les 3 premières ici. On y a ajouté le diamant mandarin, qui est un passereau australien, et puis aussi l'émeu, cousin de l'autruche, et le manchot papou, un oiseau aquatique, qui a pour point commun évidemment avec l'émeu que tous les 2 sont dépourvus de la capacité de voler. Donc Richard a décrit ces zones d'implantation. Vous pouvez voir ici les résultats et ici les cartes de référence. Il est évident, quand on compare ces oiseaux, que la distribution des plumes varie grandement sur le dos de chacun de ces oiseaux. Donc Richard a voulu comprendre pourquoi cela variait, comment ces zones étaient établies au cours du développement de l'embryon. Et pour cela, encore une fois, il a regardé dans l'embryon de caille du Japon et on peut voir que tout commence à nouveau avec ces bandes longitudinales au sein desquelles les points, qui sont les futures plumes, vont se former. Donc en fait, on a une rangée de plumes longitudinales qui se forment et qui est ensuite suivie de l'addition latérale d'autres rangées jusqu'à ce que toute la zone d'implantation soit couverte. Donc cette formation du motif, elle est orientée selon l'axe antérieur-postérieur et séquentielle selon l'axe médio-latéral. Elle est donc dynamique dans l'espace et le temps. Et à ce stade de nos recherches, nous nous sommes donc dit qu'elle pouvait être auto-organisée, c'est-à-dire intrinsèque à la peau. Et pour tester cette hypothèse, nous avons utilisé l'outil de modélisation mathématique. Nous avons créé un modèle afin de reproduire ces dynamiques. Donc, il ne s'agit évidemment pas de comprendre là, ce modèle dans ses détails. Peut-être pour les mathématiciens d'entre vous, voyez ici qu'en bleu, j'ai surligné une version modifiée du modèle de Turing. Et donc ce modèle d'auto-organisation, lorsqu'on l'applique à des simulations par ordinateur, eh bien, chez chaque espèce, on peut reproduire l'orientation et la dynamique séquentielle de mise en place des motifs de plumes. Et cela se fait par auto-organisation seulement si ces simulations démarrent ici, vous le voyez, par des motifs géométriques qui correspondent à ceux qu'on observe dans la peau naïve de l'oiseau. Donc en conclusion, on a pu prédire, grâce à ces modèles, que la formation du motif dépend d'auto-organisation cadrée par des conditions initiales. Richard a ensuite validé toutes ces prédictions de façon biologique. Je vous épargne toutes ces expériences pour sauter directement à la conclusion, qui est que dans le cas des plumes également, leur motif est établi par une combinaison d'instruction par des conditions initiales et d'auto-organisation. Donc il semble qu'on peut généraliser à tous les motifs que l'on voit dans la peau cette combinaison entre ces 2 grandes théories. Donc que ce soit pour les pigments ou pour les plumes, on combine instruction et auto-organisation. Nous pensons que l'auto-organisation permet la répétition,
tandis que l'instruction permet à cette répétition de s'effectuer de façon orientée et organisée. Voilà, je termine en remerciant les membres de mon équipe. J'ai présenté ici le travail de Nicolas et de Richard. Il s'agit de mentionner aussi Pierre Galipeau, qui travaille sur les ratites, dont les émeus et les autruches. Magdalena, qui travaille sur la famille des estrididés, comme le diamant mandarin. Camille Currance, qui, elle, passe beaucoup de temps sur le terrain aux Malouines pour récupérer des œufs de manchots et travailler sur le développement de leur peau. Et puis Carole, aidée de Nicole, qui développe des analyses fonctionnelles ex vivo. Et puis ça, c'est moi qui prends le selfie du labo. Voilà, je voudrais aussi remercier les organismes qui nous financent et souligner évidemment en particulier le rôle du CNRS, qui nous donne des dotations récurrentes, mais qui aussi a été essentiel dans mes débuts, puisque j'ai été lauréate en 2013 d'un financement ATIP Avenir pour démarrer le laboratoire, et que depuis 2014, c'est mon employeur, puisque j'ai été recrutée en tant que chargée de recherche de première classe. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Marie Manceau, pour la clarté de cet exposé et de cette présentation. Je vous donne rendez-vous, on a une pause là d'1h30, d'1h20, on se donne rendez-vous ici à 14h pour la suite des réjouissances, des découvertes. Il y aura d'abord une première demi-heure d'interview avec Hélène Langevin-Joliot. Ensuite, nous ferons une table ronde sur le thème de la recherche un peu au niveau international et de la place de la recherche en France. Et puis, nous aurons aussi d'autres exposés de jeunes chercheurs. À tout à l'heure.